Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et le thème chaque lundi, c'est bien sûr le thème américain avec notre quart d'heure américain et Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain qui est avec nous à distance et en direct. Bonsoir et bienvenue Pierre-Yves. Merci beaucoup de nous rejoindre et d'être avec nous chaque début de semaine pour analyser quelques infos clés de l'actualité économique américaine. On a terminé le débat précédent sur la future nomination de Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale américaine. C'est pour mieux reprendre la discussion avec vous. Qu'est-ce qui s'est joué ces derniers jours, effectivement, avec l'abandon des poursuites du département de la justice américain contre la Fed et Jérôme Powell. Et puis une question qu'on n'a pas soulevée dans le débat précédent et à laquelle on n'a évidemment pas répondu, c'est de savoir si Warsh est nommé à la tête de la Fed, que va faire Jérôme Powell le 15 mai prochain? Et voilà, c'est la question que tout le monde se pose à Washington ce matin. Rappelons la particularité étrange des statuts de la Réserve fédérale. Il y a 2 mandats concomitants. On peut être gouverneur de la Banque centrale et puis on doit aussi avoir un mandat quand on veut être le président du Conseil des gouverneurs. Le mandat du président du Conseil des gouverneurs, celui de M. Jérôme Powell, expire le 15 mai. Si son successeur n'a pas été confirmé par le Sénat d'ici là, il restera président du Conseil des gouverneurs à titre temporaire, pro tempore. Si Kevin Warsh, ce qui est probable, mais n'est pas encore fait, est confirmé par le Sénat, eh bien, Jérôme Powell ne sera plus président du Conseil des gouverneurs, mais il dispose toujours de son mandat de gouverneur, de simple gouverneur, qui lui n'expire qu'en janvier 2028. Donc il peut rester autour de la table du comité monétaire. Pourquoi ferait-il une chose pareille? Eh bien, d'abord, il a 73 ans, on peut supposer, et moi si on me demandait de parier, je dirais qu'il s'en irait. Mais il peut décider de rester. Ça serait une mauvaise manière tout de même faite à Kevin Warsh, parce que ça réduirait tout de même de facto la marge de manœuvre du nouveau patron de la Fed, et quelque part, à trop vouloir servir ce thème glorieux et honorable de l'indépendance de la Banque centrale, on risque quand même de lui faire du mal en s'incrustant, soutenu par des gens qui ont un autre souci, c'est de garder un contrôle partisan, c'est-à-dire anti-républicain, dans cette banque centrale, parce que s'il s'en va, Jérôme Powell, il va y avoir un poste vacant de gouverneur. Et à ce moment-là, Donald Trump aura la possibilité de proposer à nouveau au Sénat un nouveau gouverneur, ce qui lui donnerait, dans la nouvelle configuration, une majorité de gouverneurs qu'il aura nommés autour de la table du comité monétaire de la Fed. Alors on peut se dire que Jérôme Powell, très attaché à cette institution qu'il sert depuis plus d'une décennie, décidera, pour préserver son indépendance, de rester encore quelques mois pour voir si Kevin Warsh ne se lance pas dans un numéro de sabotage de l'indépendance et tout d'un coup se met à claquer des talons pour obéir aux ordres de Donald Trump. Je pense que les 2 hommes se connaissent, je pense que les 2 hommes se sont parlé, loin des journalistes, et que Kevin Warsh a déjà une idée de ce que Jérôme Powell va faire. Nous, les journalistes, nous ne manquerons pas de lui poser la question mercredi, puisque c'est mercredi que se tient la réunion du comité monétaire de la Réserve fédérale et que probablement la dernière conférence de presse présidée par Jérôme Powell se déroulera. C'est probablement une des premières questions que l'on va lui poser. Est-ce que le calendrier de Jérôme Powell en tant que gouverneur, au-delà du 15 mai, pourrait coïncider avec le calendrier judiciaire qui concerne Lisa Cook, par exemple, Pierre-Yves? L'affaire de l'immeuble du building est abandonnée par le département de la justice, mais reste quand même à trancher le cas de Lisa Cook. Alors, c'est très important, vous avez raison de le souligner. Il y a, dans mon esprit, 2 étapes importantes qui vont potentiellement influencer la décision de Jérôme Powell de rester ou de ne pas rester, suivant l'idée qu'il se fait du degré d'indépendance de la Réserve fédérale qu'il aura pu préserver. Le premier, c'est le 3 ou le 4 mai, je ne sais plus exactement, mais c'est un des tout premiers jours du mois de mai que
expire le délai pour faire appel de la décision qui avait été prise en urgence 30 jours plus tôt par le juge Boasberg, qui déclarait que le bombardement d'enquête et d'investigation sur Jérôme Powell ne reposait sur rien, que c'était une manœuvre transparente d'accuser Jérôme Powell de malversation sans aucune preuve, et qu'il s'agissait en fait de l'affaiblir, de l'acculer à la démission ou de le forcer à baisser les taux. Lorsque cette date de l'appel éventuel que pourrait faire le département de la justice de cette décision sera passée, Jérôme Powell aura une preuve concrète de la sincérité de l'administration Trump dans l'abandon des poursuites qui le visaient. La deuxième question est celle du jugement que nous attendons de la Cour suprême sur le statut de la tentative de limogeage par Donald Trump de Lisa Cook. Là, on ne sait pas quand cette décision de la Cour suprême peut tomber. Les voies de Dieu sont impénétrables. Lisa Cook, gouverneur, qui est accusée, probablement de manière un petit peu spécieuse, d'avoir menti sur des déclarations en vue de faire un emprunt hypothécaire sur sa résidence pour bénéficier d'un taux un petit peu plus bas, ce qui brusquement se révèle être aux yeux de Donald Trump un crime suffisamment grave de la part d'un régulateur bancaire pour justifier le limogeage. Il est peu probable que la Cour suprême, là je m'avance, mais je suis un petit peu là pour ça, donne raison à Donald Trump et qu'elle autorise le président des États-Unis à limoger quelqu'un, gouverneur de la Banque centrale, sans qu'il y ait eu un procès, sans qu'il y ait eu une instruction, sans qu'il y ait eu une décision de justice qui marque la véracité d'éventuels délits. Bon. Mais il y a un point important, je voudrais insister là-dessus. Tout le monde parle de vouloir préserver l'indépendance de la Réserve fédérale. C'est bien joli, mais il faut rappeler que Lisa Cook n'a été confirmée à son poste de gouverneur que grâce à la voix décisive de Kamala Harris, qui était alors en tant que vice-présidente de Joe Biden, aussi de droit présidente du Sénat, et qu'elle disposait à ce titre du droit de voter pour séparer un vote à 50-50. Ça n'est pas une bonne chose pour l'indépendance de la Fed d'avoir des gouverneurs qui sont choisis et confirmés par le Sénat de manière partisane. Oui. Si l'on veut que la Banque centrale américaine soit indépendante, il ne faut pas qu'elle soit partisane. Ce qui nous amène au vote que va devoir faire en séance plénière d'ici le 15 mai le Sénat. Il faudrait qu'il y ait quelques démocrates votent avec leurs collègues républicains pour asseoir la crédibilité de Kevin Warsh. Si les démocrates, qui sont 47, ne peuvent pas, au moins pour une dizaine d'entre eux, admettre que Kevin Warsh est quelqu'un de crédible, d'expérimenté, qui ne sera pas aux ordres de Donald Trump, qu'il est pédagogue, qu'il a des idées qui sont peut-être contestables, mais qui tiennent debout, je pense que l'on portera tort à l'indépendance de la Réserve fédérale. Bon. C'est effectivement le reflet, malgré tout, de la fracture, de la polarisation de la vie politique aujourd'hui aux États-Unis. Il nous reste 3 minutes 30 pour évoquer le futur sort des super milliardaires californiens. Tax the Rich, c'est en train de prendre forme en Californie et peut-être ailleurs, Pierre-Yves. Ah, les problèmes de riches. Les problèmes de riches. Vous savez, quand vous vous appelez Jensen Huang, que vous êtes le patron de Nvidia, société dont la capitalisation boursière est de nouveau supérieure à 5 000 milliards de dollars, que vous disposez à ce titre entre 3,5 et 4% du capital. Si tout d'un coup, la Californie, dont vous êtes résident, décide de vous imposer, soi-disant, une fois, de manière exceptionnelle, une surtaxe, calculé sur la base de 5% de votre patrimoine, ça va vous coûter quelque chose comme 8 milliards de dollars. Eh bien, Jensen Huang a dit « Je paye. Ça ne me dérange pas. Je ne suis pas à 8 milliards près. » Il faut quand même avoir une certaine fortune, plus de 160 milliards de dollars, pour accepter de rester en Californie et de faire un cadeau de 8 milliards de dollars à Sacramento. Il y a beaucoup de gens, des légendes de la Silicon Valley, qui ont pris la position radicalement inverse et qui ont quitté la Californie parce qu'ils ne veulent pas
payer éventuellement cette surtaxe que l'on nous promet pour une année seulement, mais on sait ce que valent ces promesses de taxation exceptionnelle. Quel est l'élément nouveau dans cette affaire ? Eh bien, le syndicat qui cherche, par le biais d'une pétition, à faire accepter comme référendum, sur la liste des référendums auxquels, début novembre, les Californiens vont devoir répondre, ce syndicat, qui est le syndicat des employés de service, a réuni 1,5 million de signatures. Donc les choses sont bien parties pour que cette proposition soit introduite dans le scrutin de début novembre. Il leur fallait 875 000. Il y a probablement des erreurs, d'où l'urgence pour quelques 200, nous dit-on, milliardaires californiens de faire quelque chose pour retourner l'opinion, parce que l'opinion publique californienne est favorable à la taxation des milliardaires à hauteur de 5%. Des gens comme John Doerr de Kleiner Perkins, qui sont des figures dans l'investissement de la technologie, Sergey Brin, Larry Page, ancien patron de Google, je ne parle même pas de Larry Ellison, je ne parle même pas de Jeff Bezos. Ils ont pris position fermement contre ce type de taxation, y compris, et là c'est intéressant, le gouverneur démocrate, très progressiste par ailleurs, de la Californie, qui nous dit « Mais attention, on est en train de tuer la poule aux œufs d'or ». Il faut savoir que la Californie recueille de la taxation des plus-values boursières entre 20 et 30% de ses recettes fiscales. Pour un État américain normal, c'est de l'ordre de 5%. Donc quand on commence à surtaxer les millionnaires qui sont devenus milliardaires, j'ai dit millionnaires, c'est milliardaires bien entendu, qui sont devenus milliardaires parce qu'ils ont réalisé des plus-values ou parce qu'ils ont investi très tôt dans des sociétés dont la valorisation explose, il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or. Bon, de la dépendance de la Californie à ces super milliardaires. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi, vous le savez, dans ce quart d'heure américain que vous retrouvez bien sûr en replay sur bismart.fr ou en podcast audio sur l'ensemble de vos plateformes d'écoute préférées.